Bienvenue dans le débat sur France 24. Kamala Harris est à Paris. La vice-présidente américaine est en visite dans la capitale pendant 5 jours pour tenter d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la France, 2 mois après la crise des sous-marins. Kamala Harris a assisté aux cérémonies de commémoration du 11 novembre aux côtés du président français et au Forum de la paix. Elle participe demain, vendredi, à la conférence internationale sur la Libye en présence du président égyptien et du ministre russe des Affaires étrangères. Alors pourquoi Joe Biden a-t-il choisi d'envoyer sa vice-présidente à Paris? Où en est la relation entre la France et les États-Unis et plus largement la relation transatlantique? Kamala Harris peut-elle profiter de cette visite pour se donner une stature internationale alors qu'elle est face aux divisions d'un parti démocrate qui a subi un échec électoral cuisant en Virginie? Quel bilan peut-on faire du couple Biden-Harris 1 an après leur élection? Quel avenir politique finalement pour Kamala Harris? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amy Porter. Bonsoir, vous êtes porte-parole des Democrats Abroad en France. Également avec nous Gérald Olivier, bonsoir. Vous êtes journaliste éditorialiste à Atlantico, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur de Sur la route de la Maison-Blanche, et c'est aux éditions Jean Picolec. Bienvenue à vous également dans l'émission. Pascal Boniface est avec nous par Skype, directeur de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, et c'est aux éditions Armand Collin. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Et bienvenue également. Bonsoir. En direct de New York avec nous, John Rick MacArthur, directeur du Harper's Magazine, avec en une dans ce mois de décembre, Against Trauma, How an Obscure Psychological Theory Took Over Our Lives, contre le traumatisme, comment une théorie psychologique fumeuse s'est emparée de nos vies. C'est la une donc de Harper's Magazine. Bonsoir John Rick et bienvenue à vous également. Merci. Kamala Harris est donc avec Emmanuel Macron. Elle était avec le président français ce matin à l'Arc de Triomphe lors de la première séquence de la cérémonie de commémoration du 11 novembre. Les adieux au dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. C'était donc à l'Arc de Triomphe, aux côtés du soldat inconnu. On va revoir cet échange. Il y a eu un bref échange entre Kamala Harris et Emmanuel Macron. How are you? Very well. How are you? I enjoyed it very much and to continue our conversations. As you probably know, we will honor the very latest companion. J'ai lu des choses sur lui. Quel extraordinaire compagnon. Il avait beaucoup de feu dans le ventre, comme on dit chez nous. Et Porter, on peut dire que c'était cordial, l'échange entre Emmanuel Macron et Kamala Harris. Pourquoi Joe Biden a-t-il envoyé sa vice-présidente à Paris? Je ne sais pas si c'est Joe Biden qui envoie Kamala Harris à Paris. C'est vrai que Kamala Harris a plusieurs dossiers, plusieurs missions. Elle n'est pas vraiment très branchée sur les affaires étrangères pour l'instant. Joe Biden a beaucoup à faire en ce moment aux États-Unis pour essayer de continuer à faire passer ces 2 grosses lois, des législations pour améliorer la vie des Américains moyens, on pourrait dire. Je pense que ça fait partie de, on pourrait dire l'apprentissage, mais sans être péjoratif. Je veux dire, pour elle? Oui, on devient vice-président en le devenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à être vice-présidente, même si on est sénatrice, même si on a été procureur, même si elle a fait beaucoup de choses dans sa carrière. On ne sait pas à quoi ça correspond avant d'y être. Donc c'est pour lui donner une stature internationale? Pourquoi pas? Elle le mérite, non? Je ne sais pas. Je vous pose la question, elle le mérite? Parce qu'elle n'est pas très bien placée dans les sondages, Kamala Harris, dans votre pays, en tout cas aux États-Unis. Je peux vous dire qu'en ce moment, les sondages, ce n'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Donc, Kamala Harris a été choisie parce qu'elle représente la base la plus fidèle de l'électorat démocrate, les femmes et les femmes de couleur, et surtout les femmes noires. Donc, elle est en attente, enfin, je veux dire... Le rôle du vice-président, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est même pas défini dans la Constitution. Les mauvaises langues disaient à l'époque que le vice-président sert à assister aux enterrements des dirigeants étrangers quand ils meurent. C'est qu'avec la présidence de Clinton, que le vice-président a vraiment pris un rôle important avec Al Gore, qui avait deux dossiers très importants. Biden a fait pareil avec Obama. Et là, Kamala Harris a 2 dossiers très importants à gérer, les droits au vote et l'immigration. Et l'immigration. Alors, ce sont 2 dossiers dont elle ne veut pas vraiment parler avec le président français. Gérald Olivier, ce déplacement vise-t-il une réconciliation finalement définitive entre la France et les États-Unis après cette affaire des sous-marins? Définitive, je ne sais pas, mais vous posiez la question tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il a envoyé Kamala Harris. On est dans une phase diplomatique. Donc cette phase diplomatique, elle passe par des visites. Monsieur Sullivan est venu, Monsieur Blinken est passé. Également.
secrétaire d'État. M. Macron et Biden se sont rencontrés à Rome, donc on est dans la phase suivante. Maintenant, vis-à-vis de la France, c'est vrai qu'on soulève, il y a un vrai point, c'est que le vice-président n'a pas de pouvoir. Et le vice-président est là justement pour remplacer le président au cas où il arrive quelque chose au président. Il ou elle est à un battement de cœur de la Maison-Blanche, mais tant que ce cœur bat à la Maison-Blanche, le rôle est strictement consultatif. Et c'est vrai que Mme Kamala Harris est strictement sans expérience internationale. Donc ça lui donne cette stature. C'est son 3e voyage. Oui. Et les 2 premiers, c'était au Guatemala et au Mexique, dans le cadre de sa gestion supposée du dossier migratoire. Et là, elle vient en Europe. Donc pour elle, c'est un grand avantage. C'est elle qui peut briller sur la scène internationale. Si on se place du côté français, dans la perspective de M. Macron, qui, après l'affaire des sous-marins, avait demandé des gages et des mesures concrètes de la part des États-Unis, pour moi, la venue de Mme Kamala Harris n'est pas une mesure concrète. Elle le mérite, comme disait Amy Porter. C'est son rôle, c'est son job. Après, on voit qu'elle a beaucoup du mal à assumer la position pour tout un tas de raisons. Mme Kamala Harris, c'est une icône identitaire. Elle a été choisie par Joe Biden pour être vice-présidente parce qu'elle est noire et parce qu'elle est femme. Et il voulait une femme, et il avait conclu un accord lors de la primaire en Caroline du Sud avec un député local qui s'appelle Jim Clyburn. Il recevait le soutien de la communauté noire. En échange, il nommait un noir à la vice-présidence. Donc elle ne fait que cocher des cases. Pour moi, c'est une icône identitaire. Elle est là pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente et pour la communauté électorale qu'elle représente. Amy Porter, juste vous réagissez là-dessus. Icône identitaire, effectivement. Depuis le début des temps, chaque fois qu'une femme accède au pouvoir, il y a toujours un homme pour dire qu'elle ne le mérite pas. Non, mais je n'ai pas dit qu'elle ne le méritait pas. Si, on est exactement dans la même situation pour dire, mais non, elle ne sait rien, elle n'a pas de portefeuille international. Elle est notre vice-présidente. Moi, je suis fière d'elle, j'ai beaucoup de respect pour elle et je pense qu'elle est absolument à sa place. Elle ne fait pas que cocher les cases, à vous entendre. Pascal Boniface, où on pensait finalement cette relation transatlantique, relation entre la France et les États-Unis relancée avec le départ de Donald Trump. Finalement, comment définir la relation transatlantique pour Joe Biden ? Eh bien, il estime qu'elle est importante. Il a donné beaucoup de gages au président Macron lorsqu'ils se sont vus à Rome. Mais en même temps, quand les intérêts commerciaux sont en jeu, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'alliés. On défend la boutique et surtout le complexe migration industrielle. Et là, Mme Kamala Harris, par rapport à la question que vous posez, elle est là parce qu'elle peut passer 5 jours en France. Biden était il y a déjà quelques jours en Europe, il ne peut pas revenir. Et effectivement, il y a une décision à Washington de faire de la câlinothérapie avec les dirigeants français pour essayer de panser des plaies qui sont vives, qui sont ouvertes, parce que ça a quand même été vécu et présenté comme une trahison lorsqu'on a appris l'affaire des sous-marins. Donc il y a eu le coup de fil d'abord de Biden, ensuite une rencontre à l'ambassade française au Vatican, même avec un peu de retard. Et puis Kamala Harris vient un peu clôturer cela. Elle passe 5 jours, elle vient au Forum de Paris pour la paix, elle assiste au 11 novembre. Mais donc concrètement, il n'y a pas d'engagement de la part des États-Unis. On n'est pas du tout sûr que si les circonstances se représentent, il n'y aurait pas de nouveau ce coup de Trafalgar. Mais il a été décidé à Washington de donner un petit peu donc, des gages de bonne volonté à Paris. Et à Paris, il a été décidé de les accepter. Il a été décidé à Paris de penser, de dire que les choses s'arrangent et que la relation est fluide, que la relation est bonne et les bonnes paroles... Donc on est plutôt dans le symbole ? Oui, parce que la réalité, à mon avis, n'a pas tellement changé. Et une fois encore, si l'affaire des sous-marins devait se renouveler, les Américains feraient exactement la même chose. John-Rick McArthur, vous êtes d'accord avec Pascal Boniface ? Kamala Harris peut-elle sceller la réconciliation entre la France et les États-Unis ? Non, évidemment pas. Elle n'a aucun dossier important. Et pour faire le contraste pour son dossier international, on lui a confié le dossier, le portefeuille de la frontière, la crise migratoire avec le Mexique. Et elle a esquivé toutes les réunions importantes, sauf une. Mais dernièrement, en octobre, lorsque les gens importants se sont réunis dans la capitale mexicaine, elle n'était pas là, elle n'était pas présente. Alors qu'en principe, elle est là, elle est en tête de ce dossier, elle s'occupe de ce dossier. Elle était à New Jersey, dans l'État de New Jersey, elle rendait visite à des crèches. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'important dans l'administration Biden.
Et si j'étais français, si j'étais dans le gouvernement français, je me dirais c'est entièrement symbolique. Et le choix, c'est entre vraiment insulter quelqu'un en refusant de l'accueillir ou simplement jouer le jeu. Alors, bien sûr, il joue le jeu, mais ça ne change absolument rien. Et c'est peut-être une indication de l'indifférence de l'administration Biden envers la France, finalement. Amy Porter. Alors, je réagis à la dernière partie en première. On ne peut absolument pas dire que les États-Unis sont indifférents envers la France. La France est notre premier allié. Si vous allez place de la Concorde, vous allez encore voir la plaque qui est sur le mur qui indique que la France a été le premier pays à reconnaître les États-Unis quand ils se sont déclarés indépendants. Et c'est un des seuls pays au monde et en Europe avec lequel les États-Unis n'ont jamais été en guerre. Donc, la France est un allié solide, ça ne changera pas. Ça n'est pas devenu un allié symbolique, Amy Porter. Par rapport à l'immigration et Kamala Harris, ce que j'adore, alors pendant 4 ans, Trump a ruiné la politique internationale. Il a causé que des problèmes à la frontière mexicaine. Il a séparé des familles. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne savent pas où sont leurs enfants. Et au bout de 10 mois, Kamala Harris, en 2 petites tours de cuir à peau, est censée avoir tout réglé. Ça fait que 10 mois qu'elle est en place. Donnez-lui un peu le temps de gouverner. Amy Porter, pourquoi se porte-t-elle si mal dans les sondages? C'est vrai qu'aux États-Unis, elle n'est pas populaire. Elle est moins populaire que ses prédécesseurs, d'après ce que j'ai lu. Je ne suis absolument pas d'accord, parce que les sondages, on peut vous faire dire n'importe quoi. Ça dépend qui a été sondé, quand est-ce qu'ils ont été sondés, par quels moyens ils ont été sondés. Si vous sondez qu'avec des lignes téléphoniques classiques, vous n'allez pas voir les jeunes qui n'ont plus de ligne téléphonique. Les sondages ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est son action. Il n'y a pas un échec de son action face justement à ce dossier d'immigration. Mais quelle action? Elle n'a pas encore commencé. Ça fait que 10 mois qu'elle est en place. On revient ici dans 3 ans et demi et on fait le bilan. John Rick MacArthur, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est en place. Oui, mais elle ne fait que esquiver, éviter le dossier dangereux. Parce que la migration, c'est toxique, bien sûr. Et ça compte pour beaucoup chez nous, beaucoup plus que la France. Mais j'allais dire, juste pour citer sa cote de popularité ou d'approbation, disons, à 28%, c'est quand même avec des trucs pas très bien dans les sondages, avec les techniques malsaines, 28%, c'est très, très bas. C'est pire que Dick Cheney, le vice-président maudit de George W. Bush. Donc, je vois dans Kamala Harris, c'est bien sûr, M. Boniface a raison, elle a été choisie uniquement pour sa race et pour son sexe. Et c'est intéressant, peut-être, symboliquement, mais ça n'a rien à faire avec la vraie politique américaine, sauf que dans à peu près 6 mois ou 8 mois, on va se mettre en campagne pour les élections de 2022. Et on va voir une dispute entre républicains et démocrates qui va cibler l'âge et le comportement, disons, physique de Joe Biden. Alors, c'est mieux pour Biden de présenter quelqu'un de plus vivante. C'est vrai que Kamala Harris a plus d'énergie que lui, mais c'est quand même ça soulève la question, qui va remplacer Biden? Qui va remplacer Biden? On va y revenir sur cette question, John Rick MacArthur. À l'heure que nous sommes, elle n'est pas vraiment elle n'est pas en tête. Elle n'est pas en tête. Dans la course. Gérald Olivier, juste un mot, je sais que vous voulez réagir. Kamala Harris qui participe à cette cérémonie du 11 novembre, qui était hier d'ailleurs au cimetière des vétérans américains à Suresnes. Est-ce que ces symboles sont importants aux États-Unis? Est-ce que ça l'aiderait justement à redorer son image, ces symboles historiques? Vous savez, quand elle va au cimetière de Suresnes, c'est donc pour se recueillir sur des tombes de soldats américains morts en France. Donc c'est aussi un moyen de rappeler à la France la dette que ce pays a envers les États-Unis. Et vous parliez tout à l'heure de la relation transatlantique. C'est vrai que l'on qualifie en général la France de première alliée des États-Unis, mais le mot premier a un sens purement chronologique. On est les premiers dans le temps.
On est les premiers, en effet, c'était en 1778, 2 ans après la déclaration d'indépendance, à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Et la France l'a fait à l'époque pour se placer contre l'Angleterre, qui était son véritable adversaire. Mais il y aura un coup de premier dans le temps ne veut pas dire le plus important. D'accord ? Et la relation américaine vis-à-vis du reste du monde aujourd'hui, elle n'est pas dirigée vers l'Europe. C'est pas l'Europe qui est important pour les États-Unis. Eux, ils sont braqués depuis un certain nombre d'années sur le pourtour pacifique et leur rivalité avec la Chine. Et ils souhaitent surtout que les Européens se placent en ordre bien rangé derrière eux dans ce dossier, ce qui n'est pas forcément le cas. L'intérêt international de la France n'est pas forcément de suivre les États-Unis dans cette démarche-là. D'accord ? Pascal Boniface, Kamala Harris d'ailleurs sera présente demain à la conférence sur la Libye. C'est une conférence qui a lieu donc un mois avant la tenue des élections générales. Quel est le leadership américain dans cette région? Le leadership, je dirais, Biden-Harris. En Libye, il est très faible, puisque depuis l'assassinat de l'ambassadeur américain et l'attentat contre lui, les Américains ne s'occupent plus réellement de ce dossier. Donc là encore, sa participation, il y a un heureux hasard du calendrier, elle est là, mais elle n'est pas en charge du dossier libyen, elle n'est pas en charge des questions stratégiques. Donc là encore, c'est une présence purement symbolique. Et il ne faut pas se payer de mots. Je rejoins ce qui vient d'être dit par monsieur, c'est que la France n'est pas un allié qui compte énormément pour les États-Unis. Il n'est qu'à voir la façon dont elle a été traitée. Et il faut quand même qu'on arrête de se payer de bons mots et qu'on voit les réalités. Au niveau mondial, la priorité américaine, c'est la Chine, c'est l'Asie. Et au niveau européen, le pays le plus important, c'est l'Allemagne. Et donc, il faut quand même que nous, Français, soyons lucides et qu'on évite de se gargariser en disant « formidable, on a la vice-présidente pour 5 jours chez nous, tout se passe bien ». Il faut qu'on soit lucide et qu'on regarde quand même qu'est-ce que l'on pèse réellement et peut-être qu'on devrait un peu plus se distinguer. Parce que finalement, si on accepte un peu toutes les rebuffades que nous font les États-Unis en se contentant qu'avec un peu de pommade, tout ira mieux, de temps en temps, peut-être qu'il faut aussi se rebeller et ne pas rentrer dans le rang aussi facilement que cela a été fait récemment. Joe Biden et Kamala Harris, en tout cas, ont subi une défaite importante en Virginie, où le républicain Glenn Youngkin a été élu gouverneur. Alors c'est un revers majeur pour Joe Biden dans un État qui lui avait apporté son soutien avec même 10 points d'avance il y a un an. On va écouter le républicain Glenn Youngkin, donc le tout nouveau gouverneur de Virginie, qui a battu son rival démocrate Terry McAuliffe. Nous pouvons construire un nouveau jour pour les Virginiens. Nous sommes tous Virginiens. Nous pouvons tous mériter d'avoir hâte de saisir, d'aspirer, de rêver, et puis réaliser cette grande promesse de Virginie. Que Dieu vous bénisse tous. Amy Porter, un coup dur pour les démocrates que justement cette élection remportée par le républicain, alors qu'effectivement le candidat démocrate était plutôt très bien placé. Alors je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet qui est un de mes sujets favoris. Parce que le même jour, vous avez eu cette élection en Virginie et vous avez eu une élection de gouverneur dans le New Jersey. En New Jersey, c'est le démocrate qui l'a emporté par 3 points. En Virginie, c'est le démocrate qui a perdu par 1,5 point et tout le monde ne parle que de la Virginie. Oh mon Dieu, l'échec que c'est pour les démocrates. Depuis, je pense, 50 ans, aucun gouverneur de Virginie n'a été élu du même parti du président. C'est une particularité de ces 2 États. D'habitude, on a les élections de mi-mandat 2 ans après. C'est ces 2 États uniquement qui ont leur élection 1 an après l'élection du président. C'est vrai qu'on aurait préféré que Terry McAuliffe l'emporte. Surtout que Joe Biden, même quelques jours avant, on pensait encore que c'était le démocrate qui allait gagner. Et que, encore une fois, les sondages nous ont dit que McAuliffe allait gagner. Donc c'est une autre raison pour laquelle je ne mets pas beaucoup de poids dans ce que disent les sondages. C'est pas un coup dur pour les démocrates pour vous? C'est un coup dur, mais c'était... Et pour Joe Biden, disons d'ailleurs. Que si McAuliffe l'aurait emporté, ça aurait été absolument historique. Ça n'arrive jamais que le parti du président emporte cette élection-là. Donc, évidemment, j'aurais préféré que McAuliffe gagne. Mais il a perdu d'1,5 point. Et en même temps, celui qui a gagné en New Jersey par 3 points, personne n'en parle. Excusez-moi, c'est un coup très dur. Et c'est un coup de semonce. Et tout le monde le sait très bien. Et les sondages
avant l'élection, donnaient Youngkin. Ils ne se sont pas trompés. Mais pourquoi est-ce que c'est un coup de semonce? Parce qu'en moins d'un an, vous avez le candidat démocrate qui a pratiquement perdu 15 points. Parce qu'en effet, Biden a gagné cet État avec 10 points d'avance sur Trump, ce qui, dans le contexte américain, est énorme. La Virginie est un État qui avait basculé en bleu, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle avait basculé côté démocrate depuis plus de 15 ans, ou plus de 12 ans. Et là, pour la première fois, on a un républicain qui gagne. Et en Virginie, le gouverneur républicain a gagné. Le garde des Sceaux est également républicain. Le lieutenant-gouverneur est également républicain. Le lieutenant-gouverneur, c'est une femme et elle est noire. Le garde des Sceaux, c'est un homme et il est hispanique. On a une Rainbow Coalition, comme on dit en anglais, ce dont les démocrates se targuaient avant, qui là est républicaine. Les démocrates regardent ça de très près. Quant à la course du New Jersey, en effet, le démocrate a été réélu, mais il aurait dû gagner de 10 points. Il a gagné de 3. Et pendant longtemps, on a pensé même qu'il allait perdre. Donc non, ce sont 2 coups de semonce à l'égard des démocrates. Et je peux vous affirmer qu'en 2022, ils s'attendent à prendre une grande claque. Et le grand souci, il est là aujourd'hui. C'est qu'à l'issue des élections intermédiaires, il est plus que probable que les démocrates perdent le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Je vous fais réagir. Moi, je n'ai pas amené ma boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer en 2022. Mais dire que New Jersey, c'est un coup de semence parce qu'il a gagné que de 3 points, alors que ça aurait été plus. Non, New Jersey, un coup de semence. Vous avez dit les deux. Oui. Alors, parce qu'il a gagné que de 3 points, il aurait dû gagner par plus. Attendez, il a gagné. Arrêtons avec le... C'est toujours cette espèce de... Il faut absolument introduire du drame là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de drame pour vous. Vous voyez les élections tout de même. Alors les midterms, elles comptent. John Rick MacArthur, peut-être que vous voulez réagir. Est-ce que c'est un coup pour Biden et est-ce que ça veut dire, enfin, les élections mi-mandat, pour expliquer donc sont les élections donc au Congrès. Et celles-là, elles sont importantes, puisqu'on voit très bien que même avec une majorité ténue, le président a vraiment du mal à faire passer ces projets de loi. Donc s'il perd la Chambre des représentants, là, ça risque d'être très compliqué pour Joe Biden. Tout à fait. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le rejet de Terry McAuliffe, candidat démocrate, c'est plutôt un rejet de l'ancien régime, parce qu'il était très associé avec la famille, le clan Clinton. Biden aussi représente l'ancien régime du Parti démocrate. Bernie Sanders n'a pas mené campagne en Virginie avec Terry McAuliffe pour une raison, une bonne raison. Et c'est qu'il probablement il refusait ou McAuliffe ne voulait pas qu'il vienne en Virginie. Et c'est évident aujourd'hui qu'il y a une fissure énorme entre l'aile progressiste et l'aile régulière, disons, du Parti démocrate. Alors, sans l'appui des progressistes, avec des projets plus populaires, par exemple, le projet de loi dont on parlait, qui vient d'être promulgué, c'est le projet pour l'infrastructure, qui est un projet de loi très traditionnel de pots de vin, de ponts, d'autoroutes, etc. Alors que l'autre projet de loi, appuyé par les progressistes, c'est beaucoup plus ciblé sur le social et sur les pauvres et sur l'écart grandissant entre riches et pauvres, etc. Donc, Biden a fait de son mieux pour matraquer l'aile progressiste en alliance avec un certain sénateur Joe Manchin de la Virginie occidentale. Et à l'heure que nous sommes, la fissure s'est aggravée, c'est beaucoup aggravé. Alors, il aura du mal l'année prochaine à soulever l'enthousiasme des gens qui étaient remontés contre Trump et qui voulaient surtout vraiment balayer Trump. Parce qu'ils sympathisent plus avec Sanders, Warren et l'aile progressiste qui vient de perdre énormément dans la bataille autour de ces deux projets de loi. Pascal Boniface, est-ce qu'il est affaibli justement Joe Biden face à toutes ces divisions au sein de son propre camp? John Rick MacArthur l'a très bien expliqué. Et puis face à cette première défaite, en tout cas en Virginie. Mais de façon générale, par rapport à son plan, c'est vrai que j'étais de ceux qui étaient très heureux de voir Biden être élu. Et il avait pour objectif de réunir les États-Unis. Ils sont toujours très divisés. Et, Madame, je comprends votre attachement au programme démocrate, au Parti démocrate, mais
s'il vous plaît, n'insultez pas notre intelligence en déformant à ce point la réalité, en ayant une langue de bois digne d'une autre époque. Je le regrette, mais je ne peux que constater que Biden est en très grande difficulté sur le plan politique. Il n'est pas parvenu à faire passer ses plans de relance. Il a dû les réduire très fortement. Les États-Unis sont toujours très divisés puisque Donald Trump, et une fois encore je le regrette, mais je le constate, a toujours la main sur le Parti républicain. Et il y a une radicalité des républicains qu'on ne connaissait pas et qui se maintient, et que les démocrates sont divisés, effectivement, comme monsieur vient de le dire, entre les progressistes qui sont un petit peu dépités de ne pas être écoutés et les modérés qui mégotent sur tous les plans, aussi bien d'ailleurs taxation des grandes fortunes, plan de relance, etc. Donc il n'y a pas d'élan Biden. Tout le monde a été vraiment, enfin tout le monde, une grande partie des Européens, des Français a été soulagé de voir que Biden a gagné contre Trump, d'être débarrassé de Trump, mais il n'y a pas eu d'élan de Biden. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de Biden-mania ni aux États-Unis, dans le monde. Il est encalaminé sur le plan intérieur et il est aussi encalaminé sur le plan international. Amy Porter, il n'y a pas de Biden-mania. Vous sortez de la langue de bois. Écoutez, on m'a accusé de beaucoup de choses dans ma vie. La langue de bois, c'est la première fois. Donc, Monsieur Boniface, je vous remercie. Pas de Biden-mania comme il y avait de l'Obama-mania. Si on parle de la personne, oui, c'est vrai. C'est qui Biden? C'est un lion du Sénat. C'est quelqu'un qui est sur le plan politique depuis 45 ans. Tout le monde le connaît. C'est pas, il ne va pas exciter les fous. Mais il n'est peut-être pas sleepy non plus. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vacciner 70% de la population américaine, ce qui est un exploit, vu que les républicains font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Il voudrait que le Covid continue, parce que comme ça ferait un échec de Biden. On a quand même 750 000 morts, je suis désolée. Donc Biden, il a fait ça. Il a fait passer l'American Rescue Plan, qui passait pour donner de l'aide aux gens qui ne travaillaient plus. Il a fait voter une loi qui donne pour la première fois aux États-Unis, c'est une révolution, quelque chose qui ressemble à nos allocations familiales en France qui viennent ici de la CAF. Il a fait voter la loi infrastructure avec des votes républicains, alors que tout le monde lui a dit que ça serait complètement impossible. Mais c'est vrai que l'autre loi, beaucoup plus sociale, loi, à mon avis, passera. Elle n'est pas passée. Et quand ça passera, elle vous passera allez avec tous la moitié du montant, Amy pour Porter, me dire que Biden est un génie et il a fait passer sa loi. On verra. Si elle passe, ça sera avec la moitié du montant, puisqu'on est à 1750 milliards au départ. Pardon. John-Rick McCarthy, je voudrais juste qu'on avance un peu. On va écouter tout de même, parce que c'est un petit souvenir d'il y a un an, le discours de Joe Biden, ce 14 décembre 2020, c'était dans son fief. Il venait d'être élu. Joe Biden, on l'écoute. Vous savez, dans la bataille pour l'âme de l'Amérique, la démocratie l'a emporté. Nous, le peuple, avons voté. La foi en nos institutions a tenu. L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps de tourner la page, comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire, de nous rassembler, de guérir. Comme je l'ai dit au cours de cette campagne, je serai le président de tous les Américains. Alors justement, John-Rick McCarthy, vous vouliez réagir. On est loin quand même du rassemblement en Amérique. Ou pas? On est loin du rassemblement populaire et dans l'électorat général, mais Biden ne s'est jamais vraiment intéressé dans l'État ou l'esprit national. Il s'intéresse au Parti démocrate. Il veut contrôler le Parti démocrate. Alors, une de ses tâches, c'était d'anéantir l'aile gauche du parti, l'aile progressiste, disons, ou les frondeurs, je ne sais pas comment vraiment traduire en français, mais il a réussi très bien dans cette tâche. Il vient de repousser les progressistes et d'inviter et accueillir 13 républicains dans son camp pour faire promulguer ce fameux projet de loi sur l'infrastructure. Mais les progressistes sont très, très, très en colère. Certains d'entre eux sont très en colère. Et alors, on va voir si dans les deux prochains mois,
si ce projet de loi sur le social, sur les écoles, les taxes, les impôts sur les riches, etc., va survivre parce que c'est déjà la moitié. Le Build Back Better, c'est déjà la moitié de ce que c'était il y a 6 mois. Ça a été complètement émasculé. Désolé d'utiliser une métaphore sexiste, mais c'est vrai. C'est absolument, c'est la moitié de ce que c'était. Et ça va être réduit encore plus par Manchin et une certaine Kyrsten Sinema, sénatrice de l'Arizona. Mais c'est Biden qui est allié avec ces 2 sénateurs. Ce n'est pas son agenda, ce n'est pas son projet. C'est le projet de Bernie Sanders qui a été détruit, qui a été anéanti, ou qui est en train d'être anéanti. Gérald Olivier, effectivement difficile d'avoir une Amérique unie, même si c'était le souhait effectivement de Joe Biden quand il a été élu il y a 1 an, on a bien vu. C'était le souhait verbal. Maintenant, quand on observe sa politique, il n'a rien fait pour rassembler ou réunifier l'Amérique. Ce qu'il a commencé par faire, c'est détricoter la politique de Trump. On revient dans l'accord de Paris sur le climat. Il n'a pas rassemblé l'Amérique, Donald Trump. Faut quand même pas mais l'Amérique, attendez, ce que j'ai toujours dit, et si on veut prendre un tout petit peu de recul, ce n'est pas Trump qui a divisé l'Amérique. Trump est le résultat d'une Amérique divisée. D'accord ? L'Amérique se divise et s'éloigne en termes de camp républicain depuis. Si, il s'amusait, mais je veux dire que Trump ne se résume pas à ses tweets. Il y a une politique derrière qui est bien plus importante pour moi. Et donc, l'élection de Trump est déjà le résultat d'une Amérique divisée. Maintenant, quand Biden vous dit que lui va rassembler l'Amérique et qu'il commence par d'abord aller rouvrir la frontière, c'est-à-dire que pour revenir à notre sujet de départ, qui était la mission confiée à Kamala Harris sur la crise migratoire, je rappelle qu'à la fin de la présidence de Donald Trump, il n'y a pas de crise à la frontière mexicaine. Il y a un mur qui est en construction et les immigrants clandestins ont compris que ce n'est pas le moment de venir. Biden dit... C'est une crise en tant que telle, le mur. Souvenez-vous du débat que ça avait nous allons régulariser les clandestins. Instantanément, vous avez un afflux de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens qui viennent. Et vous avez le chaos que cela génère. Donc la crise n'était pas là avant. C'est une crise qui a été tout à fait générée par la politique de Joe Biden. Deuxième crise générée, la crise énergétique. Il indique qu'il va passer une transition énergétique et qu'il va mettre fin aux énergies fossiles. En 6 mois, le prix de l'essence aux États-Unis a pratiquement doublé. Et on a déjà eu des pénuries à droite à gauche. Donc, il y a des politiques qui génèrent certains résultats. Et lorsque vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce que Kamala Harris est si impopulaire, pourquoi est-ce que la popularité de Joe Biden elle-même descend, eh bien, c'est le résultat de ces politiques. Et on en voit la conséquence en Virginie et ailleurs. Amy Porter, vous, évidemment, vous répondez. Je vous ferai réagir Pascal Boniface juste après. Je voudrais juste qu'elle réponde sur... Parce qu'il est très attaqué, là, quand même, Joe Biden. Depuis quand les prix d'essence sont fixés par le président des États-Unis? L'OPEP, vous ne savez pas ce que c'était? Vous ne savez pas ce que c'est? C'est eux qui fixent les prix de l'essence. Il est vrai que les prix d'essence flambent. En France aussi, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas la faute de Biden et ce n'est pas sa politique énergétique qui fait flamber les prix de l'essence. Par rapport à l'immigration, de dire que ce n'était pas une crise sous Trump, je suis désolée, mais séparer les enfants de leur famille, pour moi, c'est une crise. Et ça, je n'oublierai jamais. Mais Kamala Harris est-elle à la hauteur, justement, de cette crise migratoire, Pascal Boniface? Alors, non, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. L'essence augmente partout, puisque le baril de dollar est à 85... le baril de pétrole est à 85 $. Ça, ce n'est pas la faute de Biden. C'est, d'une part, la reprise économique, l'arrêt du Covid-19, etc. Et l'essence augmente partout, pas seulement aux États-Unis. Donc, il est quand même tout à fait exagéré de l'attribuer au seul Biden. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame, même la femme de Trump, c'est la propre épouse de Trump, s'était élevée contre le fait de séparer des enfants de leur famille. Et il y avait une crise migratoire qui était nationale, internationale. Donc, ce n'est pas Biden qui a créé la crise migratoire. Et le fait de revenir aux accords de Paris, là, c'est plutôt un succès pour Biden, de signer un accord avec la Chine pour lutter contre le réchauffement climatique, au niveau global, c'est un facteur positif pour la popularité des États-Unis, puisqu'on voit bien qu'il y a un mouvement global des opinions publiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, l'Amérique est très divisée sur ce point, mais donc autant je pense qu'il faut ne pas penser que Biden guérit les écrouelles et a tout réussi, mais dire qu'il a échoué sur tout me paraît tout à fait inexact. Alors, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle justement de l'avenir. Désolé, pardon, il faut que j'ajoute. Il faut que j'ajoute, parce que c'est très important sur la politique domestique. Sur le plan énergie, pétrole, etc.,
Biden vient de faire alliance contre les progressistes avec Joe Manchin, qui est le sénateur de la Virginie occidentale et le chouchou de l'industrie charbon. Alors, c'est absolument ridicule, c'est de la pure hypocrisie de Biden de dire qu'il fait des avances, qu'il avance sur le dossier de l'environnement, alors qu'il défend les intérêts, des pires intérêts de charbon en Amérique, avec le pire sénateur. Manchin, c'est son ami, c'est son proche allié maintenant. Alors c'est une absurdité de dire qu'il fait des pas en avant. Amy Porter, juste un mot justement sur Manchin, qui effectivement il est au centre de ces démocrates. Finalement, en le ralliant, il a pu, Joe Biden, passer son plan de relance sur les infrastructures, parce qu'il y avait un vrai bras de fer avec lui. Effectivement, il a plutôt choisi l'aile droite plutôt que l'aile gauche, là, Amy Porter. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que Biden, qui a été, pendant l'élection, on disait de Biden qui était le centriste par excellence, en fait, ce qu'il fait actuellement, il gouverne beaucoup plus à gauche qu'il n'a fait campagne. Donc, en fait, je trouve que les progressistes ont eu pas mal d'influence sur lui. Alors, sur quel sujet, puisque pas sur celui-ci, sur le sujet, bon, c'est vrai que le plan infrastructure, enfin, il y a tout un tas de raisons techniques, mais disons qu'il y avait la partie pont, chaussée, aéroport, port, train, etc., qui a pu passer de façon bipartisane. C'est-à-dire que les républicains, certains républicains, pas tous, mais certains républicains ont voté suffisamment pour que ça se passe. Parce que justement, contrairement à ce qu'avait dit M. Olivier tout à l'heure, Biden, les ponts et les chaussées sont pris par tout le monde. Il n'y a pas que les démocrates qui conduisent. Il n'y a pas que les démocrates qui prennent l'avion. C'était une toute petite part. Là, ils ont séparé donc, la partie sociale parce qu'ils savaient que ça allait être plus difficile. Ça va passer dans une structure spécifique qui leur permet de passer le Sénat avec 50 votes seulement au lieu de 60. Et là, pour l'instant, les progressistes font confiance à Joe Biden quand il dit que Manchin sera de la partie. Alors, il nous reste quelques minutes pour cette émission. Je voudrais justement revenir à Kamala Harris, à notre sujet de départ. Quel est son avenir politique, selon vous? Je vais vous faire poser la même question à tous les quatre. Amy Porter. Je suis contente parce que j'ai pris des statistiques comme ça. Je vais pouvoir les utiliser. Sur les 49 vice-présidents dans l'histoire des États-Unis, seulement 15 sont devenus présidents. Et de ces 15-là, seulement 6 ont été élus. Donc Biden fait figure d'exception, quelqu'un qui a été vice-président et qui s'est fait élire président. Donc il n'est pas du tout automatique que Kamala Harris serait la prochaine présidente. Mais visiblement, il y a énormément d'hommes qui ont très très peur d'avoir une femme présidente. Donc avenir politique potentiel ou pas, ou compromis? On verra son bilan au bout des 4 ans. Gérald Olivier. Elle ambitionne de prendre la place de Biden, ça c'est une évidence. Elle ambitionne d'être la candidate démocrate en 2024. Est-ce qu'elle le sera? J'en suis loin d'être sûr. Rappelons quand même que Kamala Harris avait été candidate en 2020. Elle avait participé aux primaires. Elle avait même confronté Joe Biden sur... Donc elle est ambitieuse. Bien sûr qu'elle est ambitieuse, évidemment, et elle a ses intérêts à cœur. Et sa campagne avait fini à 3% et elle avait finalement renoncé avant même le début des primaires. Donc pour moi, elle ambitionne d'être à la Maison-Blanche, mais je ne pense pas que ce sera le cas. John Rick MacArthur, en un mot, l'avenir politique de Kamala Harris? Très mauvais, parce qu'elle est vraiment... elle n'a aucune idée pour l'avenir de l'Amérique. Elle est juste un outil politique pour Biden qui n'a pas vraiment de grands principes ou de programme. Ça n'a rien à voir avec son sexe ou sa race. On a déjà prouvé que nous ne sommes pas un pays entièrement raciste. On a 2 fois élu Barack Obama. Donc ça n'a rien à voir avec son statut racial. C'est vraiment une question de fond. Et il n'y a pas de fond chez elle. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Pascal Boniface. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup imprimé depuis 10 mois, ça ne fait que 10 mois, mais quand même, elle n'a pas occupé beaucoup d'espace. Alors ensuite, est-ce qu'elle va, en cours de mandat, succéder à Biden? C'est une possibilité. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle fera ses preuves avant 2024? Sinon, elle n'a aucune garantie d'être la candidate démocrate en 2024. Merci beaucoup, Amy Porter. Merci, Gérald Olivier. Merci à vous, Pascal Boniface et John Rick MacArthur. Vous étiez à New York. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.